Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le Soudan en ébullition. Les militaires ont pris le contrôle total du pouvoir depuis ce lundi 25 octobre. Un coup d'État qui compromet grandement la transition amorcée en avril 2019. Les appels à la désobéissance civile se multiplient. Les manifestants exigent la remise du pouvoir aux civils. Énergie renouvelable. L'île Maurice a récemment lancé des projets évalués à 191 millions de dollars américains sur 8 ans. Un projet qui devrait permettre au pays de diminuer ses importations de combustibles fossiles. Et puis, la Côte d'Ivoire est particulièrement concernée par la déforestation. 90% de la surface des forêts du pays ont disparu durant les 60 dernières années. Des chiffres alarmants. Le pays des éléphants possède l'un des taux annuels de déforestation les plus rapides du continent. La communauté internationale a décidé de faire pression sur les militaires qui ont pris le pouvoir au Soudan. Les premières sanctions sont tombées. L'Union africaine a suspendu le Soudan de ses institutions et la Banque mondiale a cessé son aide pourtant vitale pour le pays. L'ONU réclame un retour au processus de transition stoppé par le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan intervenu ce lundi 25 octobre. Sur place, le musellement de l'opposition s'est renforcé. L'un des leaders du plus grand parti du Soudan, l'Oumma, a été arrêté mercredi 27 octobre, ainsi que d'autres militants et manifestants qui bloquaient les principales avenues de la capitale Khartoum en guise de protestation contre le coup de force militaire. La pression de la communauté internationale semble avoir un peu d'effet. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, arrêté lundi, de retour chez lui, mais assigné à résidence. Cependant, plusieurs ministres et dirigeants politiques sont toujours en état d'arrestation dans des endroits inconnus. Le coup de force des militaires a considérablement mis en péril le processus de transition entamé après la chute du président Omar el-Béchir. Une transition que la rue réclame. En effet, malgré les intimidations de l'armée, les manifestants continuent de protester et de demander le transfert complet du pouvoir aux civils. Le point sur la situation avec Joël Ballot. Le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, ainsi que certains membres du Conseil souverain sont libres, mais sous surveillance renforcée. Au vu des inquiétudes au sein de la communauté internationale, le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État du 25 octobre 2021, a rassuré l'opinion internationale sur le relâchement des autorités soudanaises arrêtées et détenues en terre inconnue depuis quelques jours. Le secrétaire d'État se réjouit de la libération du Premier ministre et renouvelle son appel aux forces militaires soudanaises pour qu'elles libèrent tous les dirigeants civils en détention et garantissent leur sécurité. Les opposants soudanais au coup d'État, qui réclament l'aide de la communauté internationale, sont sortis en masse pour tenter de relancer une transition post-dictature brutalement interrompue à coups de grenades lacrymogènes. Cependant, le souhait des manifestants reste de restituer la gestion du Soudan aux autorités civiles de transition. La communauté internationale peut jouer un rôle médiateur dans la résolution de cette crise. Elle possède des leviers de pression afin de faire fléchir les militaires au pouvoir, surtout en suspendant des subventions et aides financières ou en sanctionnant certains membres du régime. La condamnation de ce coup de force par la communauté internationale est un marqueur positif pour se désolidariser de ce coup de force. À titre de rappel, au cours d'une conférence de presse ce 26 octobre, le général al-Burhan a déclaré l'annulation de l'état d'urgence dès que la formation des institutions sera effective, tout en ajoutant que les services Internet et de communication reprendraient progressivement. Au Sénégal, le ministère des Finances dévoile sa stratégie de gestion de la dette. La SDMT 2021-2023 a entre autres pour objectif de combler les besoins de financement et faire face aux obligations de paiement du Trésor, s'assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique restent dans des limites acceptables et approfondir le marché domestique de titres publics du Sénégal. Les précisions d'Ameneji. Afin de contribuer au développement du marché domestique des titres publics et d'assurer une exécution financière des politiques publiques, le Sénégal met en place sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme SDMT. Ceci permettra au pays de disposer d'un référentiel pour une bonne gestion de la dette publique sur la période de 2021-2023, s'inscrivant dans la poursuite des orientations des autorités publiques pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Toute stratégie
stratégie de gestion de la dette est bienvenue dans un pays comme le Sénégal. Seulement, l'horizon du plan Sénégal émergent est en 2035. Il serait bien de cadrer toute stratégie dans cette duration et non dans une période moyen terme. Car une dette est un passif et sa gestion nécessite de calibrer dans le temps les actifs nécessaires à sa couverture. Cette gestion de la dette doit être globalisée, d'où une nécessité de disposer des données concernant la dette des autres démembrements de l'État, à savoir les collectivités territoriales, les établissements publics et autres. En effet, la mise en place de la SDMT devrait pouvoir permettre au Sénégal de combler les besoins de financement et faire face aux obligations de paiement du Trésor et de s'assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique restent dans des limites acceptables. Il vise en outre à s'assurer que les coûts de financement soient les plus faibles possibles tout en approfondissant le marché domestique des titres. Je pense que le Sénégal a besoin de mettre en place un vaste projet de gestion actif-passif de sa dette, en s'orientant vers d'autres solutions. On peut prendre comme exemple, un pays comme la France ne remboursera jamais sa dette. Jamais. Et les autorités sachant ont commencé à monétiser cette dette avec l'aide de leur banque centrale. Aujourd'hui, nous sommes arrimés à l'euro, donc nous avons le droit de faire exactement la même chose. Le document renseigne que le champ de couverture actuel de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme est si concis à la dette intérieure et extérieure de l'administration centrale. Par conséquent, la dette contractée par les autres démembrements de l'État n'a pas été prise en compte du fait de l'indisponibilité des données y afférentes. L'île Maurice accélère son plan de transformation énergétique. Le pays veut produire 60% de ses besoins énergétiques à partir de sources vertes d'ici 2030. Le gouvernement a récemment lancé 2 projets d'énergie renouvelable visant à réduire la dépendance de Maurice aux combustibles fossiles et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Mildred Diamant. Avec un taux d'électrification de 99,6%, l'île Maurice fait des progrès importants pour relever le défi de l'accès à l'énergie. Le pays mise sur l'énergie renouvelable d'ici 2030. Le gouvernement a lancé 2 nouveaux programmes d'énergie renouvelable afin de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% sur la dite période. Il s'agit en fait de la feuille de route bas carbone que l'île Maurice entend présenter comme stratégie transitionnelle lors de la prochaine COP26 qui se tiendra en Écosse. Ces dispositions s'inscrivent en effet dans le cadre de 2 objectifs majeurs bien à la portée de ce pays qui est ouvert aux énergies vertes et qui ambitionne de porter à plus de 60% son patrimoine électrogène. Les nouveaux projets d'électrification à l'île Maurice visent la production de 60% des besoins énergétiques à partir de sources vertes. En effet, le Central Electricity Board a lancé 2 appels d'offres pour la mise en place d'un parc éolien d'une capacité de 10 à 30 MW et 3 parcs solaires de 10 MW chacun. Par ailleurs, le pays réalise un système photovoltaïque flottant à Tamarind Falls et une ferme solaire de 8 MW à Henrietta. Le premier objectif est donc d'abord d'ordre énergétique et concerne effectivement le besoin de garantir l'accès à l'électricité pour tous grâce aux énergies renouvelables dont certaines offrent de réelles solutions efficientes et rentables d'électrification hors réseau. L'autre objectif répond à la consigne impérieuse de la transition énergétique requérant à tous de réduire de près de 45% les gaz à effet de serre, d'abord d'ici 2030, puis de les supprimer définitivement à l'horizon 2050. Pour ce premier jalon d'évaluation décennale, fixé donc à 2030, l'île Maurice fait office de bon élève en visant déjà 40% de réduction de ces gaz à effet de serre et n'est pas loin des 45% requis par la COP. L'île Maurice mise également sur l'adoption des véhicules électriques. Le gouvernement s'engage à porter à 8400 le nombre de voitures électriques dans le pays d'ici 2025 et 26 000 d'ici 2030. Notons qu'en 2020, 66,1% de l'électricité produite à l'île Maurice provenait de sources non renouvelables, selon le ministère de l'Énergie.
La Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par la déforestation en Afrique de l'Ouest. Pratiquement 90% de la surface des forêts a disparu durant les 60 dernières années. Ceci n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Parmi celles-ci, la baisse de la pluviométrie, le dérèglement des saisons et la disparition de nombreuses espèces animales. Philomène Tina. Le rapport de l'inventaire forestier et faunique de la Côte d'Ivoire est plus qu'alarmant. Il révèle que près de 90% de la surface de la forêt ivoirienne a disparu au cours des 60 dernières années. Le pays a entre autres enregistré l'un des plus élevés taux annuels de déforestation en Afrique durant les 15 dernières années, estimé à 2,69%. La Côte d'Ivoire, depuis près de 6 décennies, est confrontée à une déforestation accélérée. Également, la station sur les 15 dernières années est le plus énorme, avec près de 3% de déforestation. Donc, cette situation s'explique principalement par l'exploitation forestière anarchique, également l'agriculture également anarchique et qui ne respecte pas les normes, notamment la cacaoculture et d'autres cultures de rente. On a également le phénomène de l'orpaillage clandestin qui est de plus en plus en train de gagner du terrain. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui justifient cette déforestation accélérée. Ce désastre écologique a beaucoup contribué à la disparition des éléphants en Côte d'Ivoire. Leur population est passée de 1611 individus en 1994 à 225 en 2020, d'après des chercheurs ivoiriens. Outre cela, le pays a connu une baisse de sa pluviométrie, un dérèglement des saisons et une disparition de nombreuses espèces animales, dont une trentaine sont déjà classées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Certaines aires protégées en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, sont maintenant transformées en plantations de cacao, déplorent les écologistes. Le pays perd en moyenne 250 000 hectares de forêt par an. C'est d'abord de réglementer l'exploitation forestière et d'amener les exploitants forestiers à reboiser toutes les superficies qu'ils détruisent. Il va falloir que nos hommes des eaux et forêts soient vraiment pointus sur ça. À côté de cela, il faut beaucoup encourager l'agroforesterie au niveau de la cacaoculture. Également, de multiplier les actions de reboisement. Depuis août 2020, une force verte forte de 650 hommes et femmes est opérationnelle dans le cadre de la politique forestière gouvernementale. L'exécutif s'est engagé à restaurer au moins 20% de la couverture forestière nationale d'ici à 10 ans. Dans l'actualité sportive, éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2022. 22 équipes vont s'affronter pour décrocher leur billet en vue de la phase finale de la compétition. Les jeunes joueuses de la République démocratique du Congo, pourtant préparées pour la circonstance, n'ont pas pu se déplacer. Un incident qui fait désordre et pousse à s'interroger sur l'avenir du football congolais. José Douglas. Nous connaissons les 11 confrontations pour le deuxième tour des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de football prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Les matchs se joueront en aller-retour et rappellent des affiches prévues du 14 au 23 février 2022. L'Ouganda rencontrera le Kenya, le Burundi sera face à Djibouti, Zambie, Namibie, Zimbabwe contre le Botswana, l'Afrique du Sud accueillera soit l'Algérie ou le Soudan, la Tunisie face à la Guinée équatoriale, le Togo face au Gabon, le Cameroun recevra la Gambie, le Sénégal face au Mali, et là ce sera un vrai choc, Guinée-Bissau contre le Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire. Les équipes qui ont accueilli vont ensuite se déplacer. À noter la grande désillusion pour l'équipe féminine de la RDC qui devra affronter le mercredi 20 octobre la Guinée équatoriale au premier tour aller de ces éliminatoires. Mais l'avion annoncé par la fédération n'est jamais venu les chercher à Kinshasa pour les emmener à Malabo. Elles ont donc dit adieu à la CAN. Nous sommes prêts à condamner. Quand les filles vont dans d'autres sièges, on condamne, nous condamnons. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons chez nous ici ? Alors, je ne sais pas, les gens qui sont là, qui se disent dirigeants de football et tout ça, qui se disent président ou tout ceci, pour dénonce seulement, ce sont des figurants, c'est de la figuration. C'est de la figuration, c'est ça qui rend un peu l'avenir un peu sombre. Ça devient difficile, c'est un grand point d'interrogation. Très grand point d'interrogation parce qu'on ne sent pas le leadership, on ne sait pas qui est leader, qui dirige, qui ne dirige pas. C'est ça les dangers, il n'y a pas de leader.
Et quel avenir pour le football féminin en RDC? Tout le monde s'interroge. On nous a battus par forfait. On est dessus vraiment. On est dessus. Pour moi, je peux même abandonner tout et me marier. On était concentrés vraiment pour aller jouer ce match-là et gagner. J'avais commencé en 2005, j'ai totalisé 14 ans. Mais je n'ai rien gagné au foot. Je n'ai rien gagné. Je n'ai rien acheté à mes parents, même une parcelle. Je n'ai rien gagné vraiment. Pour moi, je peux arrêter même ici parce que je suis très déçue. Je savais qu'on peut peut-être jouer ces matchs-là, gagner même un petit rien pour donner à nos parents. Mais malheureusement, les Congos, c'est toujours comme ça. Il vaut mieux me marier parce que je ne peux pas continuer avec ces conditions. Dani Goy, capitaine du tout-puissant Mazembe, la fédération équato-guinéenne qui a entériné le forfait des Léopards Dames, les filles du Zalang, qui affronteront d'ailleurs la Tunisie en match aller et retour pour arracher leur billet à destination du Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.